Bienvenue sur le podcast des OBM, le rendez-vous du mardi dont vous ne pourrez plus vous passer. Je suis Marielle, Online Business Manager et fondatrice de Projet OBM, le programme qui forme et entraîne la crème des OBM francophones. Dans ce podcast, seul ou avec des invités, je partage avec vous des conseils et des réflexions pour vous aider à développer une activité d'OBM qui embrasse vos aspirations. Alors, prenez place et laissez-vous inspirer. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Comme d'habitude, je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui c'est un épisode particulier parce que je ne vais pas juste vous exposer des conseils par rapport à mon expérience, par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que j'aurais fait. Non. Aujourd'hui, je vais m'appuyer sur un livre que je viens tout juste de finir. Ce livre, son titre en français, c'est Comment les grands projets se réalisent. Il a un autre titre, je pense, en anglais, mais je ne le connais pas. C'est un livre qui a été écrit par Ben Fleabjerg et Dan Gardner. Autant pour moi, pour la prononciation, parce que j'ai vraiment du mal. Il faut savoir que ces deux messieurs sont des experts en gestion de projet avec une expérience juste incroyable. Et j'ai trouvé vraiment enrichissant de pouvoir lire un livre qui est un peu tourné avec beaucoup d'histoires, beaucoup d'explications, avec une vision vraiment différente de la gestion de projet comme je n'en ai jamais vu, parce qu'en réalité j'ai déjà lu des livres de gestion de projet qui étaient très dans la méthode. D'ailleurs ces livres m'ont toujours laissé avec un peu un petit goût de ok, c'est bien beau la théorie, mais en pratique, c'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. C'est très souvent archaïque. Ça me fait penser à la gestion de projet un peu des entreprises, avec plein de salariés où c'est pas vraiment efficace, etc. Puis ce livre, je l'ai lu parce que le titre m'a un peu happé. Faut savoir que j'ai un partenariat à peu près, oui. Est-ce qu'on peut appeler ça un partenariat ? Bon, en tout cas, je collabore avec les éditions Diateino qui m'envoient en fait des listes de livres qu'ils produisent et ils me proposent à chaque fois de savoir en fait s'il y a des livres qui m'intéressent. Et bien évidemment, quand je vois un livre qui s'appelle Comment les grands projets se réalisent, en tant qu'Online US Manager, en tant que passionnée de projet, j'étais juste obligée de me lancer dans la lecture de celui-ci. Alors mon but c'est pas de vous en faire un résumé, mais je voulais vous partager en gros 5 principes que moi en tout cas je tire de ce livre qui a beaucoup de chapitres, qui a beaucoup d'éléments, beaucoup de choses à apporter. Je voulais synthétiser avec vous 5 principes qu'on peut, nous en tant qu'OBM, vous en tant que futur OBM ou OBM déjà en poste ou même freelance qui gérez des projets, peu importe votre background, si vous avez envie d'améliorer votre posture au niveau de la gestion de projet, de ce livre, j'ai tiré 5 principes que je connaissais parfois, que d'autres que j'ai fini par affiner en lisant un peu ce qui était partagé. Parfois, vous savez, vous faites des choses, mais vous n'avez pas normalisé ces choses. C'est-à-dire que ce sont pas des choses qui sont actées quelque part à travers une méthode, mais ça vous semble instinctif de les faire. J'ai réalisé en lisant ce livre que finalement, ce qu'on peut ressentir parfois à l'instinct, c'est que c'est vraiment ce qu'il faut faire, notamment lorsqu'on a une expertise et beaucoup d'expérience dans la gestion de projet. Le premier principe que j'aimerais partager avec vous, c'est tout simplement le pense lentement et agis vite. Ça, c'est un principe qui est répété bon nombre de fois dans ce livre et je trouve qu'il est important effectivement d'en parler parce que des fois, en tant qu'Online Business Manager, avec nos profils assez carrés, assez structurés, assez gestionnaires des risques, parfois c'est assez instinctif pour nous de se dire qu'on va prendre le temps de vraiment planifier, d'analyser, etc. Ça peut être un réflexe. Mais là où ça ne va pas être un réflexe, là où ça va être compliqué, c'est que parfois, les CEO avec qui on va bosser ne vont pas comprendre l'importance de cette phase de réflexion, de penser, l'importance de bien préparer le lancement
d'un projet, il va vous falloir tout simplement éduquer les dirigeants avec lesquels vous allez travailler et surtout trouver un équilibre. Parce que penser lentement ne veut pas dire non plus penser des années et des années, mais c'est vraiment avoir une pensée stratégique pour pouvoir bien préparer les projets en amont pour ensuite justement être rapide dans l'exécution. En fait, la planification, c'est important de considérer ça comme une forme d'action. D'ailleurs, dans le début de tous mes rétro-plannings, moi, je mets dans les actions le fait de penser, le fait de faire le rétro-planning, le fait de le valider, le fait de valider les stratégies. Parce que la planification, la réflexion est déjà une forme d'action. Et ça, les auteurs de ce livre le mettent vraiment en avant. C'est là d'ailleurs que se joue une grande partie de la réussite du projet. Parce qu'un projet qui va être exécuté rapidement, si sa réflexion, donc le fruit de la réflexion en amont, n'est pas bien faite, n'est pas bien menée, ben en fait, on exécute de la quel mot je peux utiliser pour être plus classe? Voilà. Si tu penses de la camelote, si ce que tu penses, réfléchis, planifies en amont, bah c'est pas bon, parce que tu vas produire, même si tu le fais rapidement, ça ne sera pas bon, tout simplement. Penser, c'est quoi à ce stade-là? Pour moi, c'est vraiment le fait d'analyser le marché, le fait de réfléchir, le fait de penser une stratégie adaptée, une stratégie qui va prendre en compte vraiment le contexte, le fait de pouvoir analyser les risques éventuels, le fait de vraiment penser le projet et de faire en sorte que vraiment ce que l'on va pondre comme rétro-planning va pouvoir respecter vraiment le contexte dans lequel le projet est lancé, être efficace et permettre d'atteindre le plus efficacement possible du coup les objectifs que nous allons nous fixer. Avoir les bons objectifs aussi, tout ça, ça contribue à ce que l'auteur appelle penser lentement et agir vite. Une bonne feuille de route va nous éviter finalement 1000 réajustements en cours de route et surtout plein de retard. Le retard, c'est le nerf de la guerre en tant qu'OBM. Nous qui sommes censés amener tout le monde à bon port, fournir chaque livrable à la bonne heure, à la bonne date, livrer les projets dans un délai qui est respecté. Le retard, ça doit être ce qu'on doit chercher à éviter. Et l'une des façons d'éviter le retard, d'empêcher les retards, c'est de vraiment prendre le temps de penser avant d'agir extrêmement vite. Le agir vite, on va le développer dans un autre principe, une autre clé que je vais vous partager plus tard, mais vraiment, j'insiste sur le fait que certains dirigeants, de mon expérience, certains clients, peuvent carrément sous-estimer cette phase. Et votre rôle, en tant qu'online business manager, ça va être de les éduquer à sa valeur stratégique. Plus un dirigeant va goûter à un projet efficace parce qu'il va se rendre compte que, ok, l'OBM a pris le temps de tout baliser, a posé plein de questions, a vraiment pris le temps de valider chaque phase du rétro-planning et qu'il va voir que les projets finalement s'exécutent de manière fluide et puis il va réaliser que cette valeur ajoutée, elle est là en fait. Le fait de penser lentement et d'agir ensuite vite. Penser lentement permet d'agir vite. Si vous ne pensez pas lentement et que vous justement pensez vite et vous allez agir lentement parce que à chaque action vous allez vous demander, vous allez vous poser des questions alors que le but c'est d'agir une fois que vous avez bien planifié, d'être en mode action. D'ailleurs, moi, dans ma propre gestion de projet en tant qu'entrepreneur, lorsque je décide de sortir une offre, par exemple, avec Et si on avançait ou dans un autre domaine, je vais prendre le temps de planifier. Ça va me prendre peut-être un peu de temps, mais une fois que je suis dans l'exécution, j'exécute, je ne me pose plus trop de questions. Parce que l'effort de baliser certains domaines, de détecter quel est le bon livrable, quels sont les bons objectifs, tout ça a été fait en amont. Ça me permet de ne pas avoir de charge mentale durant l'exécution du projet parce que je sais que tout a été préparé en amont. D'ailleurs, un projet qui commence mal, qui est mal pensé, qui est mal planifié, est souvent voué à l'échec, peu importe le talent en fait de l'équipe, peu importe les ressources que tu vas avoir à disposition. Si l'objectif est mal pensé, si vous, en tant qu'OBM, vous n'avez pas réussi à bien cadrer les choses, il y a de fortes chances que, voilà, un échec arrive. Alors du coup,
Tout simplement, ce qu'il faut tirer de cette clé, c'est que l'étape de réflexion, elle est tout aussi importante, qu'on a une obligation d'éducation autour de ça au niveau des équipes, afin que ça ne soit pas considéré comme quelque chose de non nécessaire pour des CEO qui vont être très dans l'action, qui vont penser à leur chiffre d'affaires, qui vont... En fait, cette phase, elle est à considérer. Maintenant, à vous d'être hyper efficace dans cette phase, parce que vous n'allez pas passer non plus des semaines et des semaines à penser. On n'est pas dans une start-up, ça va dépendre aussi de l'ampleur du projet, mais voilà, c'est une phase quand même qui est importante. Ne cédez pas à la pression autour de vous et ne bâclez surtout pas cette étape-là. Deuxième conseil, deuxième clé que j'ai pu tirer de ce livre, c'est de réduire la durée du projet autant que possible. Parce que plus c'est long et plus il y a des risques d'erreur, plus le risque de gros problèmes arrive. Et je trouve que dans le milieu du business en ligne, ce conseil, il est d'autant plus pertinent parce qu'on est sur un marché qui évolue vite. Il faut qu'on aille vite et vous allez voir que si vous travaillez avec des entreprises qui sont dans le digital, qui n'ont pas une structure archaïque, le fait d'être agile, le fait de pouvoir agir vite, le fait de pouvoir faire les choses rapidement, c'est hyper important. Et donc du coup, il faut absolument que nos projets ne durent pas trop longtemps. C'est-à-dire que les projets que l'on propose, les rétroplanning, ne doivent pas durer des mois et des mois et des mois, à part si c'est vraiment nécessaire. Mais il faut avoir finalement des deadlines qui sont pas trop longues, ni trop courtes. En fait, c'est à vous de trouver des deadlines qui vont être pertinentes et permettre en fait que le projet ne dure pas trop longtemps. Parce que s'il dure trop longtemps, il va y avoir un risque de signes noirs. Dans le livre, il parle des signes noirs et les signes noirs, ce sont finalement des événements qui sont très rares, mais qui vont être destructeurs. Plus un projet dure longtemps, plus il y a des risques que des trucs improbables se passent. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité parce que c'est la logique de la vie en fait. Plus un truc dure longtemps et plus il y a des probabilités que des risques apparaissent. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant qu'OBM? C'est que c'est de notre responsabilité de définir une fenêtre temporelle qui va être assez serrée mais réaliste pour que le projet puisse s'exécuter sans que des risques externes qui auraient pu être évités puissent se produire. Ça me fait penser à la loi de Parkinson. Là, c'est ma casquette en gestion du temps qui reprend un peu le relais. En gestion du temps, il y a la loi de Parkinson qui explique qu'on a tendance à utiliser tout le temps qui est mis à notre disposition. C'est pas exactement ce principe qui est décrit dans le livre. Les auteurs insistent sur le fait que des risques arrivent plus le temps est long, mais en réalité, ce que je vois aussi, c'est que quoi qu'il arrive, moi je réalise aussi qu'on a tendance à prendre tout le temps qui est à notre disposition. Et le nombre de fois où, en fait, moi, à mes débuts, en tant qu'OBM, j'avais un peu une vision qui était biaisée par le salariat, où en fait les choses prenaient du temps. Quand j'étais dans mon entreprise, quand j'étais dans la santé, les projets prenaient beaucoup de temps, donc les deadlines étaient très espacés. Et voilà. J'étais habituée à des projets qui prennent du temps. Sauf que dans le contexte des business en ligne, où vous avez peut-être des petites équipes encore, où vous avez encore la flexibilité de faire appel à des freelances qui vont être vraiment efficaces, qui vont facturer à des montants élevés, mais du coup apporter une expertise qui va être vraiment poussée, en réalité, les projets peuvent s'exécuter vraiment plus rapidement. Et ça, je voulais vous le dire, parce que si vous gardez votre principe de gestion de projet en le comparant finalement à ce que vous faisiez en tant que salarié, si vous avez une expérience passée de gestion de projet en tant que salarié, croyez-moi, dans les milieux, dans l'univers du business en ligne, dans le digital, dans les startups, etc., parfois, il y a très souvent moyen d'aller beaucoup plus vite parce que les ressources sont différentes, la mentalité est différente, les gens avec qui vous allez travailler vont être beaucoup plus efficaces très souvent, et donc vous allez pouvoir peut-être justement prendre l'habitude de resserrer vos deadlines. Honnêtement, ça, ce sont des choses qui viennent avec l'expertise, avec le temps, mais c'est quand même un truc que je voulais vous partager parce que des fois, moi je sais que je le vois lorsque je corrige les feedbacks des membres de projet OBM sur la partie gestion de projet. Parfois, je peux voir que il y a en fait cet état d'esprit très salarié, très grosse entreprise où en fait on va venir complexifier, on va faire des projets durer hyper longtemps, alors que le but c'est de faire des durées qui vont être courtes, réalistes, mais quand même assez courtes. Et on va arriver au troisième principe que je tire de ce livre, mais qui va aussi vous paraître paradoxal,
parce qu'on a parlé aussi de justement faire assez court, ben en fait, le troisième principe, c'est de ne pas vous fier non plus à votre optimisme. Et pourquoi je parle de l'autre conseil où je vous dis que ça pourrait prêter à confusion, c'est que vous dites que si je dois pas être hyper optimiste, je dois effectivement du coup faire un rétro-planning qui va prendre en compte le risque de retard et donc du coup planifier long, ça me permet aussi d'anticiper le risque de retard. Mais en fait, non. Le problème avec l'optimisme, en fait, c'est de croire surtout que tout va aller vite, mais aussi croire que tout va bien se passer. Et en fait, votre but en tant qu'OBM, c'est de trouver un compromis entre les deux dernières clés là qu'on vient de voir ensemble, celle de réduire la durée autant que possible et ne pas vous fier au biais de l'optimisme finalement. C'est un biais qui est notre pire ennemi, vous pouvez faire des recherches là-dessus. En fait, c'est pas un principe qui est en désaccord avec celui que je viens de vous partager, mais en réalité, c'est juste en tant qu'OBM prévoir de la marge, prévoir quelques marges pour des imprévus. Ça doit pas être des marges qui sont énormes, mais ça doit être des marges qui doivent être justes parce que les imprévus, ça existe. Les imprévus techniques, humains, émotionnels. Voilà, le nombre de fois où j'ai fait un lancement et en fait, je sais pas, un freelance traverse un problème personnel et il n'arrive pas forcément à assumer la charge de travail. Donc, heureusement, les deadlines sont ajustés en fonction, etc. En fait, les imprévus arrivent. Donc même si on doit planifier de manière à ce que le projet ne dure pas longtemps, c'est important que votre gestion de projet puisse comporter des marges qui permettent en fait de rebondir sans avoir des gros retards. En fait, ce sont des choses qui arrivent et du coup, ce qu'ils disent dans le livre, c'est vraiment d'arrêter d'estimer à la louche ou de faire des estimations juste sous la pression du client, etc. Aussi, par rapport à ce point-là, par rapport à l'optimisme, ça peut être bien pour certains gros sujets lors de projets d'avoir en fait des plans B, par exemple. Un plan B, si vous sentez qu'il y a un risque sur quelque chose, en fait d'avoir un plan B sous le coude, ça peut vous permettre de pouvoir rebondir rapidement, etc. Donc en gros, sur ce point-là, c'est juste vous dire, en tant qu'OBM, ne soyez jamais trop optimiste. Même quand vous connaissez la boîte, même quand vous avez lancé le projet plein de fois, restez sur vos gardes, prévoyez des marges. Il vaut mieux la satisfaction que tout soit prêt et qu'il y ait peut-être une semaine d'avance plutôt que d'être dans le rush de dernière minute parce que votre planning a été trop ambitieux et que vous n'avez pas pris en compte certains risques. Notamment, si vous savez que vous êtes sur une nouveauté, c'est toujours bien de prévoir une marge parce que vous allez découvrir peut-être un nouvel outil, vous n'allez pas savoir comment il fonctionne et donc il y a un risque que votre délai ne soit pas respecté. Bien sûr, ce n'est pas une science exacte, mais sachez que c'est important en tant qu'OBM de pouvoir jongler entre la gestion des risques, l'optimisme et le fait de pouvoir aussi avancer efficacement, rapidement et donc de ne pas faire traîner les choses en longueur par excès de prise de risque, par excès de structuration non plus. D'ailleurs, c'est un truc qu'on me demande tout le temps. Marielle, combien de temps ça prend pour ceci, combien de temps ça prend pour cela? J'aimerais tellement vous fournir en fait une liste de durée, mais il faut dire que en fait, il y a beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup de facteurs qui vont changer et ça, j'ai envie de vous dire aussi, laissez-vous un peu de grâce, c'est quelque chose qui viendra aussi avec l'expérience, pas de panique. Ensuite, quatrième clé qui pourra vous aider également par rapport aux 2 points qu'on vient de faire, c'est de toujours s'appuyer sur des expériences et des références passées, peu importe le contexte dans lequel vous allez, parce qu'en fait, ce que les auteurs expliquent, c'est que très souvent, on a un peu le syndrome du flocon de neige. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont débarquer, qui vont dire « mon programme est unique, mon projet il est unique, c'est un projet unique ». Et en fait, à force de penser que c'est un projet unique, que c'est un challenge que personne n'a jamais fait, etc. Des fois, ces entrepreneurs vont rentrer dans une bulle où ils vont croire que comme ça n'a jamais été fait auparavant, on ne peut pas tirer de leçons, on ne va pas capitaliser sur des choses, alors qu'en fait, non, comme le dit ce livre, et c'est un truc que j'ai toujours constaté aussi, il y a toujours des points communs qui vont être exploitables, des données, des choses que l'on peut tirer de nos propres expériences passées ou des expériences d'expériences terrain d'autres entrepreneurs, que eux puissent aller peut-être parler avec d'autres dirigeants qui sont passés par les mêmes choses pour aller tirer en fait des expériences passées,
Dans ce livre, on donne tellement souvent l'exemple des travaux. Si vous avez eu à faire des travaux dans une maison, des rénovations, etc., vous savez que c'est un domaine où il y a tout le temps des retards, il y a tout le temps des excédents de budget. Toutes les personnes qui font des travaux autour de moi ou qui construisent des choses, des maisons, qui font appel à des promoteurs, je sais pas, il y a tout le temps du retard. C'est très rare que j'entende que les livraisons sont faites à l'heure, etc. Pourquoi? Parce que justement, il explique que très souvent, les gens ils repartent d'une page blanche, ils ne tirent pas du tout le fruit d'expériences passées. Il donne aussi, pour ce point-là, l'exemple des JO. Typiquement, c'est un système en fait qui fait que justement on ne capitalise pas sur les expériences passées. Il y a beaucoup de choses en fait que les pays qui accueillent les JO, ils font énormément d'erreurs. Pourquoi? Parce que le système autour des Jeux olympiques, il est simple, c'est que chaque fois que les JO sont organisés, c'est un nouveau pays qui accueille les Jeux olympiques et ils repartent à chaque fois d'une page blanche. Il y a une équipe projet qui planche dessus et ils ne vont pas forcément tirer des erreurs passées en fait. Ils vont pas aller creuser, ils vont pas aller chercher. Pourquoi? Parce que ça peut être coûteux, parce qu'il y a plein de raisons à cela. Mais ce qui fait que en fait, l'auteur réalise à travers des études qu'il a pu faire, que les mêmes erreurs sont répétées à chaque fois pour les Jeux olympiques par tous les pays, parce qu'en fait, les pays ne tirent pas de leçons, des expériences, des erreurs en fait des autres pays organisateurs. Ce qui est tellement dommage. Alors nous, en tant qu'OBM, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que c'est toujours bien de s'inspirer des projets, même s'ils sont pas directement pareils, mais des projets similaires. De voir ce qui se passe, de voir comment les autres organisent les mêmes stratégies, en interne ou en externe, si vous avez déjà piloté des choses, si vous avez déjà participé, vous, en tant que client, dans le business en ligne d'autres partenaires. Même si chaque client est unique, n'hésitez pas à garder, en fait, peut-être des estimations du temps que ça vous prend. D'ailleurs, moi, c'est quelque chose que j'ai décidé de commencer à faire en lisant ce livre, c'est de tout simplement garder une base de données des projets que j'ai pu piloter. Aujourd'hui, par exemple, j'ai piloté plus de 25 projets, je ne compte plus le nombre de projets que j'ai pilotés en tant que online base manager, et tout ça, ce sont des données en fait que je peux avoir pour estimer les délais, les coûts, les efforts à produire, etc. Tout ça jusqu'à présent, ce sont des choses qui sont restées dans ma tête, mais j'aimerais bien avoir une petite base de données où je garde certains éléments, parce que c'est vrai que c'est précieux et que ça, à terme, ça peut avoir de la valeur pour pouvoir planifier encore plus efficacement. Ce sont des choses que ChatGPT ou n'importe quelle intelligence artificielle n'auront pas. C'est du savoir que vous allez emmagasiner, qui vont vous être utiles en fait ensuite pour planifier vos autres projets. C'est toujours bien de les tracer. Alors du coup, lorsque vous vous lancez dans un projet, n'hésitez pas à voir ce qui a été fait auparavant. Même s'il y a certains aspects du projet qui sont nouveaux, il y a des choses qui ont été faites. N'hésitez pas à encourager vos CEO qui ont peut-être un réseau plus large que le vôtre, à aller poser des questions à leurs collègues, à aller aller voir ce qui se fait, parce que cette étape-là va venir contribuer finalement au premier point que nous avons vu ensemble sur la partie pense lentement. En fait, ça fait partie de ce point-là. Et le cinquième et dernier principe que j'aimerais partager avec vous, que je tire en fait de ce livre, ça va être de planifier par itération, et surtout ne pas hésiter à vraiment mettre en place des tests, itérer, agir et tester le plus tôt possible en fait dans les projets, parce que le problème qu'on a aujourd'hui, et je sais que j'ai tendance à fonctionner aussi comme ça parfois, c'est qu'on veut souvent tout finaliser avant de lancer les choses. Et il explique que c'est un mauvais réflexe, parce que le bon réflexe, ce serait de tester, d'ajuster et ensuite de scaler. Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que ce qui est intéressant lorsqu'on est OBM, et surtout lorsqu'on est sur des nouveautés, lorsqu'on va accompagner nos clients sur des nouveaux produits, ça peut être bien de toujours avoir ce réflexe de tester les choses, de tester soit un minimum, vous savez, le MVP, Minimum Viable Product, le produit minimum viable. En fait, c'est d'avoir des maquettes, des choses en fait qu'on va tester, et ne pas partir sur le produit final tout de suite. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours su, mais je sais qu'en pratique, c'est pas forcément facile à mettre en place. Mais n'hésitez pas à l'avoir en tête lorsque vous planifiez un projet, à proposer à vos clients de tester des choses, mais ça peut être même dans des sous-segments en fait du projet. Pourquoi ne pas
imaginez avant de faire votre campagne officielle de lancement, par exemple, avant d'envoyer votre projet, votre email à la liste email complète, de l'envoyer d'abord à 100 personnes et pendant 2 jours, voir comment ces personnes vont réagir à cette liste email et du coup, réajuster des choses en fait par rapport à ce que vous allez constater, demander un retour. En fait, vous voyez, on peut tester tellement de choses, tellement de sous-parties de nos projets et c'est vrai que moi, en réalisant ça, au-delà du produit, c'est-à-dire que même on peut tester des stratégies avec des petits segments de personnes, etc. Ça m'a ouvert un champ de possible et je me suis dit que j'allais commencer à proposer ça à mes clients, à même moi tester ça dans mes propres projets parce que ce serait hyper intéressant. Alors voilà ce que je pouvais vous partager de ce livre. Bien sûr, c'est un livre avec plein de pages, donc ici, ce que je vous ai partagé, c'est vraiment ce que moi je trouvais intéressant pour vous. Mais si vous avez envie de le lire, je mettrai les références en fait dans les notes du podcast si vous avez envie de découvrir ce livre et d'aller un peu plus loin. Parce qu'il reste intéressant, même si franchement... en réalité, on peut très bien synthétiser avec par exemple les 5 clés que je vous ai partagées parce que c'est toujours ça aussi le deal des livres, il y a pas mal de redondance, pas mal d'écriture, d'histoire, etc. Donc voilà, il y a pas mal de choses que vous n'allez pas retenir. Donc si vous avez envie d'aller plus loin, je vous laisse quand même les notes, mais bon, vous avez quand même l'essentiel là dans ce que je vous ai partagé. Et puis voilà tout. J'espère que cet épisode vous a plu, c'était assez sympa pour moi de plutôt partir d'un livre. Je trouve ça intéressant aussi pour vous de pouvoir élargir un peu votre vision des choses par rapport à la gestion de projet, surtout qu'il n'y a pas énormément de documentation autour de ça. Donc j'espère que cet épisode vous a plu et vous a permis en fait d'apporter un peu de peps à votre posture de chef de projet et à pouvoir encore apporter plus de valeur à vos clients ou vos futurs clients si vous êtes futur OBM. Donc je vais m'arrêter là. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. S'il vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à manifester votre intérêt d'une façon ou d'une autre, soit en partageant l'épisode à votre communauté, à une OBM, une assistante, à un freelance qui pourrait en avoir besoin. Si vous écoutez cette plateforme sur Spotify ou Apple Podcast ou n'importe quelle plateforme qui permet la notation, n'hésitez pas à noter ce podcast parce que c'est ce qui permet au podcast d'avoir un bon référencement et puis à moi aussi à avoir un indicateur que voilà, tout ça vous plaît et donc à me motiver tout simplement à continuer ce que je fais à travers le podcast des OBM. En tout cas, j'ai été ravie d'être avec vous durant cet épisode. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao ciao.